Bon, aujourd'hui, on va vous parler du pantouflage. Mais bon, titrer la vidéo sur le pantouflage, c'était peut-être pas très parlant. C'est pour ça qu'on a proposé à Blast le titre « Comment une mafia d'État dégénérée a infiltré les sphères du pouvoir pour y infuser son idéologie néolibérale mortifère ». Enfin, on a proposé, tu as proposé. C'est un travail d'équipe, Maudit. Enfin bref, Blast, ils en ont pas voulu, ils ont dit que c'était exagéré même pour eux. Étonnant, dis donc. Bon, bah du coup, on a un titre qui reflète vraiment le contenu de la vidéo, super. Bon visionnage. Le 14 avril dernier, un grand homme nous a quittés. Enfin, un grand homme. Oui, puis il nous a pas quittés non plus. Il est toujours vivant. Bon, disons, un homme de taille moyenne a quitté Emmanuel Macron le 14 avril dernier. Lui est un homme clé de l'Élysée et il est sur le départ. Le secrétaire général de l'Élysée quitte son poste. Alexis Kohler est parti après 10 ans de bons et loyaux services à Macron, au départ au ministère de l'économie et après à l'Élysée. Mais ne vous en faites pas, il part vers de meilleurs horizons. Et on parle pas du parti d'Édouard Philippe. Alexis Kohler, lui, rejoindra dans les prochaines semaines le groupe bancaire Société Générale. Et oui, la Société Générale, la banque, Jérôme Kerviel, tout ça quoi. Oui, et quand un homme au service de l'intérêt général se met à travailler pour une entreprise privée, c'est du pantouflage. Mais c'est une pantoufle! En plus, Kohler, il n'était pas à n'importe quel poste. Il était secrétaire général de l'Élysée. Donc c'était le chef de tous les conseillers de Macron. Et le secrétaire général de l'Élysée, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur le président. Ses bureaux sont juste à côté du sien. Ouais, par exemple, Villepin a été le secrétaire général de Chirac. Et Claude Guéant a été celui de Sarkozy. Bonjour à tous. Vous avez sans doute déjà entendu parler du bracelet électronique. Dans le cas d'Alexis Kohler, ce n'est pas tant son départ qui pose problème, mais plutôt les liens qu'il a maintenus tout au long de sa carrière avec le privé. Le secrétaire général de l'Élysée a des liens familiaux avec les principaux actionnaires de MSC, l'entreprise pour laquelle il a travaillé, un des premiers clients des chantiers de Saint-Nazaire. Et à plusieurs reprises, il s'est trouvé en position de mettre les moyens de l'État à disposition du croisiériste. Mais bon, c'est réglé, Kohler, il est parti et il a été remplacé par un de ses proches, Emmanuel Moulin. Oui, mais lui, il pantoufle aussi. C'est ce qu'explique Mathias Thépaut dans un article pour Mediapart. En 2012, après avoir été boudé par François Hollande et ses ministres fraîchement arrivés au pouvoir, il est parti pantoufler chez Eurotunnel. Puis en 2015, il fut recruté par la banque d'affaires Mediobanca, pour laquelle il a joué un rôle central dans la privatisation d'infrastructures publiques. Comme quoi, c'est pas très compliqué de trouver des cas de pantouflage. Dans les plus hautes sphères, il y en a tout le temps. Oui, là, on vous a pris 2 exemples récents, mais on pourrait les multiplier. Dans sa vidéo sur le sujet, Salomé Saké parle du cas de Jean-Baptiste Djebari. Le 16 mai, alors que Jean-Baptiste Djebari, le ministre des Transports, est encore au gouvernement, l'entreprise Opium publie ce tweet pour annoncer qu'il devrait être administrateur de cette société de voitures. Je pense qu'avec tous ces exemples, vous avez une meilleure idée de ce qu'est le pantouflage. Mais question, d'où ça vient et surtout pourquoi ça a un nom aussi rigolo? À l'origine, la pantoufle, c'est un terme qui désigne le dédommagement financier qu'un haut fonctionnaire, qui a fait une grande école, doit payer à l'État s'il n'a pas respecté la durée légale pendant laquelle il doit travailler dans le secteur public. Un exemple, si vous faites l'ENS ou l'ENA, qui s'appelle maintenant l'INSP, vous devez 10 ans de travail à l'État. Parce que ces écoles coûtent cher à la collectivité et qu'elles sont un investissement pour le service public. Après, cette durée, elle peut varier en fonction des institutions. Mais si vous voulez quand même travailler dans le privé avant la fin de cette période, il est possible de rembourser l'État, de payer sa pantoufle, d'où le terme. Mais par contre, on ne sait pas pourquoi ça s'appelle pantoufle. Mais bon, passons. Ce qu'on sait par contre, c'est que c'est une pratique qui est ancienne. Le juriste Dominique Chagnolot l'a fait remonter aux années 80. J'ai changé les papiers peints, j'ai nettoyé la piste du chien et tout un 1880. Devant toi, misère sauvage. Le mot prend son sens moderne aux alentours de 1880 et signifie dans l'argot polytechnicien « situation trouvée dans le secteur privé par un militaire ou un fonctionnaire issu de l'école polytechnique ou par extension d'une grande école et qui renonce à l'armée ou aux autres services de l'État ». C'est un phénomène qui a connu des variations. Il y a des périodes où on pantoufle plus que d'autres. C'est ce que relève l'historienne Nathalie Carré de Malberg dans son livre sur l'inspection des finances. Ce phénomène, apparu sous le Second Empire et en progression jusqu'en 1914, connaît une formidable accélération dans les années 20, puis une régression pendant la crise des années 30. Mais si le terme pantoufler désignait au départ les polytechniciens, la définition de ce qu'est le pantouflage s'est étendue avec le temps. Très vite, la notion s'est élargie et a recouvert tous les départs pour l'entreprise privée ou sous tutelle partielle de l'État, de tous les hauts fonctionnaires, civils ou militaires, mais surtout des grands corps techniques, quel que soit le lien conservé avec l'État, au début, au milieu de la carrière ou même après la retraite, quelle que soit la fonction exercée, dirigeant ou administrateur. Et après 45 et les nationalisations, la définition devient encore plus large, incluant même des entreprises possédées par l'État. Et on aime bien complexifier les trucs, puisque aujourd'hui on parle même de rétro-pantouflage. Et non, c'est pas les Charentaises.
La pantoufle doit se porter à la limite de l'usure, comme une deuxième peau. Non, en fait, c'est quand quelqu'un qui est parti du public pour aller dans le privé revient ensuite dans le public. Comme l'exemple d'Emmanuel Moulin qu'on vous donnait tout à l'heure. Conseiller sous Sarko, dans le privé sous Hollande et de nouveau conseiller sous Macron. Hier dehors, aujourd'hui je suis dedans. Cheveux gominés, je fais le petit pas de danse. Effectivement, il n'y a pas de consensus scientifique sur la définition. Alors oui, c'est des passages du public au privé, ça tout le monde est d'accord, mais la question c'est quel type de passage? Est-ce qu'un élu qui passe au privé après son mandat, c'est du pantouflage? Est-ce qu'un inspecteur des finances qui passe à la SNCF, c'est du pantouflage? Bah oui, un élu, c'est pas quelqu'un qui doit du temps à l'État après avoir fait une grande école, et puis la SNCF, bah c'est une entreprise publique. Donc la réponse à ces questions, elle est pas si évidente que ça. Non, mais ce qui est évident en revanche, ce sont les problèmes démocratiques posés par ces pratiques. La question qui sous-tend toute cette polémique est: est-ce que les responsables politiques agissent pour l'intérêt collectif ou pour leur intérêt personnel? Quand un conseiller qui pousse pour une politique favorable aux banques se retrouve ensuite à travailler dans une banque, à minima, ça interroge. Oui, ça pose même la question de la corruption. C'est ce que dit en tout cas Vincent Jauvert, auteur du livre Les Voraces, consacré donc à la question du pantouflage. Ce qui m'a le plus scandalisé, ce sont ces hommes politiques et ces hauts fonctionnaires qui cherchent à gagner de plus en plus d'argent au mépris parfois de l'éthique publique, voire de la loi. Prenez l'exemple de ce conseiller du ministre de l'économie qui a participé à la vente d'Alstom à General Electric, le grand groupe américain. Eh bien, ce conseiller est devenu du jour au lendemain patron de General Electric à Paris. Alors, il y a une affaire judiciaire en cours. Voilà une des choses qui m'a le plus choqué. Et oui, parce que la corruption, c'est pas juste voler dans les caisses de l'État. Ou du Parlement européen. Nique ta mère. Ça peut être aussi de se servir de son poste haut placé pour son intérêt personnel. Alors ça peut être un intérêt financier, mais ça peut aussi être un intérêt de pouvoir. D'ailleurs, ce sont souvent les hauts fonctionnaires les plus puissants qui pratiquent le pantouflage. Depuis 30 ans, seuls 8% des diplômés de l'ENA ont quitté la fonction publique pour rejoindre une entreprise après en moyenne seulement 9 ans passés dans le public. Le problème, eh bien, c'est que ce sont souvent les meilleurs étudiants qui partent le plus, ceux qui atteignent les corps les plus prestigieux de l'État. Premier, les inspecteurs des finances, suivis des auditeurs de la Cour des comptes, qui souvent rejoignent des grandes banques. En 3, les auditeurs du Conseil d'État, que l'on retrouve parfois à la tête de grandes entreprises. Inspection des finances, Cour des comptes, Conseil d'État, c'est vraiment la sainte trinité du pantouflage. D'ailleurs, Emmanuel Macron, c'est un ancien inspecteur des finances. Et historiquement, ça pantoufle à mort là-bas. C'est avec le Second Empire, alors que le développement bancaire prend une ampleur singulière, que les activités des inspecteurs des finances se diversifient. Le premier inspecteur démissionnaire, allant pantoufler, devient administrateur des réseaux de chemin de fer. Mais c'est dans les années 1860 que 5 premiers inspecteurs passent dans le monde des affaires. Tiens donc, le développement du secteur financier et bancaire est lié au pantouflage. Étonnant. Le capitalisme, c'est de la merde! Si ça s'est développé avec le capitalisme, ça devrait être encore pire aujourd'hui alors. Pas forcément, parce que contrairement à ce qui se faisait au 19e siècle, nous, à notre époque, on a mis en place des outils pour contrôler ou limiter le pantouflage. Si la puissance publique crée des instances pour limiter le pantouflage, ça veut dire qu'il voit qu'il y a un problème avec ça. Dans sa forme actuelle, cette instance s'appelle la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, la HATVP. Elle a été mise en place sous Hollande en 2013 après l'affaire Cahuzac. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. La HATVP est chargée de surveiller les déclarations de patrimoine des élus, des ministres et de certains hauts fonctionnaires afin de prévenir un enrichissement personnel au cours de leur mandat ou de leur carrière. Elle rend aussi des avis sur les reconversions des hauts fonctionnaires et des élus quand ils quittent leur poste. Ces avis sont publics. Si vous vous rendez sur le site de l'instance, vous pouvez par exemple voir qu'à la page 4, la reconversion professionnelle d'un certain Éric Dupond-Moretti après son départ du ministère de la Justice a été considérée comme compatible avec réserve. En général, les réserves, c'est qu'ils ne doivent pas garder de lien avec des entreprises qu'ils ont contrôlées ou avec qui ils ont signé des contrats pendant qu'ils étaient élus. Oui, et ils ont aussi souvent pour obligation de ne pas faire de démarches auprès de leurs anciens collègues ministres. Ce qui a pu d'ailleurs donner lieu à des situations étranges, comme le cas de Jean Castex quand il a été nommé à la tête de la RATP. Jean Castex ne pourra pas contacter ses anciens collègues. Donc, en cas de grève de la RATP, par exemple, il ne pourra pas contacter... Décrocher son téléphone et prévenir le ministre des Transports, Clément Beaune. En revanche, Clément Beaune, lui, il peut décrocher son téléphone et appeler le Premier ministre. Situation kafkaïenne, on n'y comprend rien. Ça commence bien. Non, mais c'est ça. Oui, c'est un peu le bazar. Mais tout n'est pas à jeter dans cette instance. Ouais, c'est une instance indépendante et qui a un fonctionnement collégial dans son contrôle des déclarations de patrimoine et d'intérêt des élus. C'est ce que rappelait Didier Migaud dans une interview à Blast. Et normalement, ils mettent la bannière, abonnez-vous et tout. C'est soumis, bien sûr, au contrôle
du collège de la haute autorité, c'est instruit par les services, et ensuite ce sont des décisions qui sont collégiales. Et ça, c'est très important. La haute autorité pour la transparence de la vie publique est non seulement une autorité administrative indépendante, et c'est important, l'indépendance. Alors c'est mieux que ce qui existait avant, ça permet plus de transparence dans la vie publique, oui, mais c'est loin d'être parfait. Oui, la HATVP n'a pas de pouvoir de sanction. S'il y a un vrai problème, ça doit passer devant les juges, mais l'instance en tant que telle, elle ne peut rien faire. Ce serait utile, je pense, pour le travail de la haute autorité que la haute autorité puisse décider d'amendes, de sanctions administratives pour ces personnes-là. Et comme souvent en France, le problème de la haute autorité, c'est aussi le manque de moyens. C'est ce que disait le président de la HATVP, le successeur de Didier Migaud, Jean Maillat, dans une interview au Monde le 27 avril. Mon devoir est de dire que nous avons besoin de plus de moyens financiers, humains et technologiques. Sans quoi, c'est l'effectivité de nos contrôles qui s'en trouvera atteinte et donc la crédibilité de l'institution. Je l'exprime avec toute la précaution et le sens des responsabilités qu'impose la situation actuelle des finances publiques. Donc, contrairement au 19e, on a un peu de régulation sur les personnes qui passent du public au privé. Mais là, on vous a parlé de pantouflage et de rétro-pantouflage au sens strict tel que défini par les sociologues qu'on vous a cités. C'est-à-dire des allers-retours entre fonction publique et secteur privé, qu'ils soient faits par des hauts fonctionnaires, des élus ou des ministres. Ces derniers sont souvent les cas les plus médiatisés d'ailleurs. Mais quel bel homme. Le cas des élus et des ministres, il est particulier parce qu'il est au cœur de ce qu'on vous disait tout à l'heure sur les problèmes démocratiques posés par cette pratique. C'est ce qu'explique l'excellent sociologue Alain Garrigou. Dans la mesure où il se prépare, le pantouflage encourage les soupçons de corruption. L'emploi ne serait que le prix des services rendus. Plus ordinairement, plus insidieusement et de manière incontrôlable, le pantouflage suggère que les frontières entre le public et le privé n'étant pas très étanches pour les personnes, elles ne le sont pas non plus du point de vue des valeurs. Il y a quelque chose d'important dans cette citation. Alain Garrigou parle de frontières entre le public et le privé. Et il est peut-être là le cœur du problème, au-delà du simple phénomène du pantouflage. Lorsqu'ils sont arrivés en masse à l'Assemblée en 2017, les députés macronistes se sont présentés comme des membres de la société civile. Un moyen de dire qu'ils étaient plus représentatifs des vrais gens et qu'ils n'étaient pas du tout déconnectés. Ça va, messieurs, dames. N'allez arrêter. Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 €, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ? Mais derrière le terme fourre-tout de société civile se cachait en réalité une classe politique composée de cadres supérieurs issus du privé. Qui aurait pu prédire ? Selon le politiste Luc Rouban, la nouvelle Assemblée se révèle même plus élitiste qu'antérieurement. Ce dernier oppose une majorité, principalement LREM, LR, PS, fortement diplômée et issue principalement du secteur privé, à une opposition venant souvent de la petite fonction publique. LREM a fait entrer en 2017 à l'Assemblée davantage de personnes issues du secteur privé, là où les partis traditionnels comptaient plutôt des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires ou des politiciens professionnels. À l'époque, ça nous a été vendu comme un truc positif, de nouveaux profils, plus représentatifs de la population, etc., etc. Ouais, mais le truc, c'est que c'est des profils de privé de cadres sup, c'est pas des ouvriers, hein. On peut se demander si ça a pas encore plus qu'avant brouillé les frontières entre intérêt privé et intérêt général. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Parce qu'il y a le pantouflage, ok. Mais au-dessus du pantouflage, il y a le truc de carrément embaucher des lobbyistes. C'est du chaussurage, je dirais. Non, je pense que le terme va être repris, là. Tenez, par exemple, est-ce que vous connaissez Audrey Bourrelot ? Très belle carrière, mais assez linéaire en fait. À part un passage dans le groupe BIC, elle n'a travaillé que dans le domaine des vins et des spiritueux. Elle est passée par le groupe Baron Philippe de Rothschild, France Boisson, le syndicat des Côtes de Bordeaux. Puis surtout en 2012, elle est devenue déléguée générale de vins et sociétés. Vous allez me dire, c'est quoi vins et sociétés ? C'est tout simplement le nom du très puissant lobby viticole français. Eh ben elle va être embauchée en 2017 par Emmanuel Macron comme conseillère pêche, forêt et développement rural. Et elle va revenir au même poste dans l'équipe de campagne de Macron en 2022, et ça c'est ce que relatait le journaliste Stéphane Aurel dans un article au Monde. À l'époque, le rétro-pantouflage de Madame Bourrelot avait d'emblée suscité l'indignation au sein de la communauté de la santé publique, troublée par cette irruption au cœur du pouvoir du lobby de l'alcool, deuxième cause de mortalité prématurée évitable après le tabac. Et ça c'est pas anodin, cette personne a eu un impact très concret sur les politiques publiques. Et une fois à l'intérieur de l'Élysée, elle continue à faire du lobbying pour le vin ? Et oui, parce que figurez-vous que le journal Le Monde s'est procuré des documents confidentiels et notamment des emails où il apparaît qu'Audrey Bourrelot serait directement intervenue sur les politiques publiques de lutte contre l'alcool.
Là, on est dans un cas presque caricatural, pas seulement de pantouflage, mais de collusion entre les intérêts privés et publics. Ouais, et pourtant, son cas n'a pas été étudié par la HATVP. Enfin, en tout cas, on n'a pas trouvé. Bon, après, la haute autorité, c'est 71 personnes qui doivent contrôler environ 20 000 personnes. Donc forcément, Audrey Bourroulot, elle est peut-être passée entre les gouttes. C'est ce qu'explique un article de Public Sénat sur un registre du lobbying qui est censé tenir la haute autorité. Les représentants d'intérêts n'ont pas obligation de donner l'identité des responsables rencontrés, ni même leur fonction. De plus, les informations du registre ne sont envoyées que 3 mois après la clôture de l'exercice comptable. Ces subtilités ont été glissées lors de la publication des décrets d'application de la loi Sapin 2, le 9 mai 2017, soit 2 jours après l'élection d'Emmanuel Macron. Avec les macronistes, il y a eu un recul sur certaines avancées obtenues sous Hollande et la collusion publique-privée est peut-être plus importante qu'avant. C'est en tout cas ce que soulignent les chercheurs Julie Gervais, Claire Lemercier et Willy Pelletier dans leur ouvrage « La haine des fonctionnaires ». Les conseillers en provenance de la sphère privée, banquiers, avocats, communicants, collaborateurs politiques, spécialistes des relations publiques, monde de la finance et des cabinets de conseil, ont été particulièrement recherchés dans les entourages ministériels de la présidence Macron. Les remaniements ministériels, qui ont marqué son second mandat, ont d'ailleurs donné lieu à de très nombreux va-et-vient entre les sphères publiques et privées. L'auteur des Voraces, Vincent Jauvert, ne dit pas autre chose. Et ça, c'est nouveau, particulièrement nouveau depuis l'élection d'Emmanuel Macron et l'arrivée au pouvoir de ces hommes et de ces femmes qui ont fait des allers-retours sans arrêt entre le secteur public, aux fonctionnaires, et le secteur privé. Alors c'est vrai qu'avec les macronistes, on est à un niveau de brouillage des frontières publiques et privées très important. Mais ce qui est nouveau, c'est peut-être pas la collusion en elle-même, mais plutôt les allers-retours entre le public et le privé. Oui, on vous a expliqué dans la vidéo que cette pratique remonte au 19e siècle, et à l'époque c'était peut-être pire que maintenant. Mais il y a eu un frein à ces pratiques à cause de la crise des années 30, et surtout après les nationalisations post-45. L'ampleur du phénomène n'est cependant plus comparable aux années de dépression de la fin du 19e siècle. Le temps avant démission s'allonge sous la 4e République, pour arriver à 14 ans pour la période 1945-1955. Les possibilités offertes dans le secteur public ne peuvent que limiter potentiellement le pantouflage, qui tend dès lors à se diluer. Dans son texte, Chagnolot émet l'hypothèse qu'un secteur public fort limite le pantouflage. Donc, logiquement, des privatisations importantes peuvent favoriser cette pratique. Et ça tombe bien, depuis les années 80, ça privatise pas mal. Forcément, ça pantoufle plus. Le capitalisme, c'est de la merde! Et c'est un cercle vicieux. Les pantoufleurs profitent des privatisations pour passer dans le privé et bénéficier de meilleurs salaires. Mais ensuite, quand ils reviennent dans le public, ce qui est de plus en plus courant, ils importent au cœur de l'État des pratiques venues du privé. La sociologue Nadège Vézina décrit ce phénomène dans son bouquin « Le service public empêché ». Les services publics deviennent, au gré des pantouflages et rétro-pantouflages des dirigeants, un espace de circulation croisée des pratiques et des discours modelés sur une représentation de l'entreprise privée qui inspire la réforme de l'État. Et la question de pourquoi ils importent ces pratiques en amène une autre. Pourquoi les gens pantouflent? Est-ce padrille ou est-ce pour une autre raison? Oh, ça suffit. Et comme dirait le sociologue à son doctorant, arrête ton char en thèse. Encore une blague qui fait sandale. Bon allez, pourquoi les gens pantouflent? La question de l'argent nous vient tout de suite. Évidemment, le privé paye mieux que le public. En revanche, si on se demande pourquoi il rétro-pantoufle, pourquoi il retourne dans le public, là, c'est la question du pouvoir et de l'influence qui est sur la table. On retrouve aussi chez les pantoufleurs des profils particuliers. À noter que tout le monde ne pantoufle pas. C'est une pratique essentiellement masculine. C'est en tout cas la thèse que développe la politiste Sarah Collop dans son article « Pantoufler, une affaire d'homme ». Le pantouflage étant un opérateur d'interconnexion entre État et affaires qu'un opérateur de tri, de sélection et de segmentation des sommets de l'État, dont il s'agit de travailler les dispositifs et surtout d'analyser les biais de genre et de classe. Biais de classe, bien sûr. Les gens qui pantouflent partagent la même classe sociale, mais aussi les mêmes croyances. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition. C'est logique, c'est évident. Les gens qui pantouflent sortent des grands corps de l'État. Des grands corps qui sont assez homogènes socialement. Ouais, on en parlait dans notre épisode sur Bourdieu avec les grandes écoles. Prenez ce graphique des Échos. On y trouve des chiffres impressionnants. Avoir un père qui a fait une grande école multiplie vos chances d'en faire une par 83. Alors ça varie en fonction des écoles. C'est multiplié par 107 si votre daron était à l'ESSEC. Et si vous voulez entrer à l'ENA alors que votre père y était, vous avez 330 fois plus de chances que la moyenne d'y parvenir. Donc ces gens qui se connaissent, qui viennent du même milieu, qui ont grandi aux mêmes endroits, qui ont fait les mêmes lycées, eh ben évidemment, ils ont la même vision du monde. Étonnant. Cette vision du monde, c'est le service public, c'est nul, et le secteur privé, c'est trop bien. Le directeur de Sciences Po, par exemple, conseille ouvertement à ses étudiants de pantoufler. Il déclarait l'année dernière devant une assemblée d'élèves « On peut aussi, et je vous le recommande, faire des allers-retours entre le privé et le public. » Parfois, c'est mal vu, on dit qu'on pantoufle, mais je pense que c'est assez riche de pouvoir aller dans différents univers professionnels. Cette classe sociale trouve donc normal et logique de faire carrière dans le public pour ensuite servir les intérêts privés.
Oui, le pantouflage, c'est l'indication d'une perte de sens de ce qu'est le service public, au sens littéral, c'est-à-dire le service de l'intérêt général. Bourdieu parlait pas de noblesse d'État par hasard. Pour eux, l'intérêt général, c'est celui des grands patrons, de leurs collègues qu'ils fréquentent. Mais on ne stoppera pas le pantouflage simplement avec des discours ou avec des instances sous-financées. L'histoire a montré que des services publics forts permettaient de le limiter. Aujourd'hui, le pantouflage prend de nouvelles formes, plus insidieuses, et en conséquence, il n'est pas toujours très bien contrôlé. La HATVP n'était qu'un premier pas. Ouais, et on espère qu'il ne faudra pas attendre qu'il y ait d'autres Jérôme Cahuzac pour faire le second pas. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve le mois prochain pour un autre sujet, et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Blast, d'activer la cloche, et si vous le pouvez, faire un don pour nous soutenir. Donc ça favorise tout ça. Je dis n'importe quoi. J'adore pantoufler. Ou avec qui ils avaient noué des choses secrètes. Des relations particulières. Beaucoup de dîners, d'accord. Le pantouflage, c'est batte. Quelques avancées obtenues sur Hollande. C'était des avancées sur Hollande. La belle monture.